Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast BBN du 25 novembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois ce soir pour vous livrer plein d'infos. On a encore un beau line-up ce soir dans le podcast. Donc, je vous invite à vous joindre à nous et à partager la vidéo si vous êtes en direct, si vous écoutez en balado-diffusion, en version audio, ou la rediffusion, je vous invite également à la partager, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, Periscope. On est là donc avec vous encore une fois ce soir. Gros line-up. On va se parler bien sûr du bilan de fin de saison de l'Impact. On sait que l'Impact de Montréal attendra la suite des choses au niveau de la Ligue des champions de la CONCACAF avant de dresser son bilan officiel de la fin de la saison. Il y a d'autres équipes qui ont décidé de commencer à le faire, de faire du ménage. C'est le cas, entre autres, d'Atlanta United, qui a d'ores et déjà annoncé un certain remaniement au sein de son effectif. Bref, on va faire le bilan à ma façon de la saison de l'Impact de Montréal. On va se parler des séries également dans la MLS et de la suite des choses, plusieurs revirements de situation et de surprises dans principalement les matchs qui avaient cours hier soir à travers le circuit Garber. Mais on ne peut pas animer un podcast soccer sans débuter avec cette triste nouvelle aujourd'hui. La légende, l'icône du soccer, Diego Maradona, qui s'éteint, la légende du foot qui avait 60 ans, qui aura laissé de belles émotions. Tout le monde se souvient. Il y en a plusieurs, certainement d'entre vous, qui l'ont encore sur cassette VHS de 1986, de La main de Dieu, de ce but faramineux alors qu'il détruit tout le monde sur son passage. Mais au-delà des performances soccer, Maradona, il y a l'homme également. Et pas pour rien que du côté de l'Argentine, on a déclaré 3 jours de deuil national suite à son départ. Là-bas, c'est littéralement un raz-de-marée. Je pense que c'était la page frontispice, c'était la une tout au long de la semaine, l'état de santé de Diego Maradona. Et c'était là-bas un membre de la famille. Je pense que c'est unanimement ce qui ressort de tout ça, c'était que c'était un membre de la famille, c'était une communauté et il aura transpercé Maradona la barrière du temps, il aura transpercé cette barrière des époques-là, qu'on soit kid, qu'on soit grand. Il y a des noms qui marquent l'histoire. Maradona en sera un également. Donc, on verra la suite des choses dans le dossier. Les hommages vont très certainement pleuvoir à l'endroit de Maradona. Mais quoi qu'il en soit, on ne pouvait pas débuter ce podcast-là sans souligner la perte d'un icône, je le rappelle, d'une légende du soccer, Diego Maradona, qui s'éteint à l'âge de 60 ans. On poursuit le podcast sans plus tarder. Vous avez très certainement remarqué qu'on a fait un remaniement au niveau des infographies qui meublent le podcast pour ceux et celles qui sont avec nous en version audio. On a eu quelques difficultés et la slide suivante est vraiment celle qui m'a causé le plus d'ennuis et je m'en excuse pour ceux et celles qui seront avec nous en version vidéo.
Mais hier soir, surprise au niveau de la MLS, un des meilleurs clubs, une des meilleures formations de l'Est, c'est contre toute attente incliné hier dans une rencontre et j'ai travaillé très très fort sur les infographies. J'ai essayé de voir ici avec la régie, mais il semble y avoir un problème récurrent avec cette ligne-là. C'est donc Toronto qui s'incline. Voyez-vous, dès que je dis le mot Toronto, la slide, on dirait qu'elle ne veut pas coller. Donc, hier soir, c'est Daniel Rios qui est le seul marqueur du match et qui bat donc Toronto, qui est éliminé donc de cette course aux séries dans le circuit Garber. Pourtant, sur papier, c'est clair que le Toronto FC avait la meilleure formation, avait la meilleure alignement des deux. C'est net, c'est précis, mais Nashville aura réussi à vaincre malgré tout la troupe de Vanney et c'est clair que toute la formation de Toronto, voyez-vous, ça se règle pas. Toute la formation donc de Toronto qui passe à autre chose maintenant alors qu'ils sont éliminés. Autre surprise dans ce duel-là, dans ces confrontations en vue du championnat MLS. Mathieu qui nous dit c'est drôle. Merci Mathieu, c'était un petit flash léger que je voulais faire dans le podcast. Donc les Revs qui causent la surprise et passent au tour suivant dans les séries d'après-saison. Et ça, je pense que c'est littéralement une surprise. Et lorsqu'on regarde un peu maintenant où ce qu'on est rendu dans ce tournoi de la MLS, les Revs qui battent l'Union de Philadelphie, et il y en a plusieurs dans l'Est qui les plaçaient directement en finale de la conférence. Plus souvent qu'autrement, on les plaçait face à Toronto. Mais les Revs auront réussi à causer la surprise. Gavino de Falco qui nous dit TFC forever. Ouais, mais j'ai de la misère. Parce que même, Gavino, si tu regardes sur cette infographie-là qu'on voit présentement, en bas, on voit Nashville qui va affronter le Crew de Columbus. Et ça revient, c'est récurrent. Si je vous dis que Nashville a gagné pour se placer contre Columbus, a gagné contre Toronto, voyez-vous, je reviens à cette infographie-là. Dès que je sors le mot Toronto, on dirait que le système le sait et par défaut, il place cette infographie-là. Donc, désolé. Du désagrément, je n'y peux rien. Si vous l'écoutez en version audio, ben je vous invite à aller voir la version vidéo, vous allez comprendre. Donc, je vais y aller avec mes choix. On voit ici le graphique. Pour ceux et celles qui sont avec nous en vidéo, on voit ce que ça va donner pour le reste des séries d'après-saison. On va commencer par l'Ouest. Moi, personnellement, si on regarde le Sporting Kansas City face à Minnesota United, je suis convaincu que le Sporting de Kansas City sera en mesure d'avoir les dessus sur Minnesota United. Mais malgré tout, je vais être franc avec vous, c'est vraiment le match où j'ai le plus de difficultés à départager qui l'emportera dans ce duel-là. Sur les trois autres, je suis pas mal fixé. Si on regarde FC Dallas face aux Sounders de Seattle, je crois fortement que les Sounders seront capables de vaincre le FC Dallas
dans cette rencontre-là. Et faut juste pas que cette rencontre-là aille en tir de barrage. Et je pense que les Sounders seront bien placés pour vaincre le FC Dallas. Et je pense que en finale de conférence, les Sounders auront également l'avantage sur le Sporting Kansas City. Donc, 2 présences en finale consécutives. Champion défendant, le Sounders de Seattle devra aller se battre contre l'Est pour savoir qui sera le gagnant de la Coupe 2020 dans le circuit Garber. Si on s'en va dans l'Est, moi, je pense que Orlando a tous les atouts qu'il faut pour réussir à avoir les dessus face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Et dans l'autre match qui opposera Columbus à Nashville, qui, soit dit en passant, a vaincu Toronto. Je crois que le Crew de Columbus a toute une formation et devrait être en mesure de battre Nashville. Ça devrait bien aller. Quelques précisions, Mathieu qui est là et qui suit très bien. Donc, Orlando, Nouvelle-Angleterre, ça sera le 29 novembre sur le coup de 15h, alors que Columbus face à Nashville sera le 29 novembre sur le coup de 20h. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. J'espère que vous serez bien branchés pour cette rencontre-là. Donc, ça nous amène une finale de conférence dans l'Est avec Orlando face au Crew de Columbus et je suis convaincu que le Crew de Columbus aura l'avantage sur Nani et les Lions. Comme je vous disais, une équipe très bien balancée, le Crew de Columbus, une belle formation et cette finale face au Crew de Columbus et du Sounders FC verra le Sounders de Seattle mettre la main sur un deuxième titre consécutif. Donc, après avoir gagné l'an passé, je pense sincèrement que c'est les Sounders qui seront en mesure de remporter cette rencontre-là. Mathieu qui nous dit Seattle contre Dallas, c'est le 1er décembre à 21h30 et Kansas City face au Minnesota, match qui sera présenté le 2 décembre sur le coup de 21h. Donc, j'espère que vous serez là, que vous serez bien branchés pour ces rencontres-là. Maintenant, je veux qu'on passe au bilan de saison de l'Impact de Montréal. On sait que l'Impact a décidé d'attendre un petit peu avant de rendre public son bilan de saison et il y a peut-être une stratégie parce que le match finalement de la Ligue des champions de la CONCACAF qui s'en vient en décembre pour l'Impact de Montréal. Donc, peut-être qu'ils veulent pas brûler de cartes, de stratégie ou encore s'assurer d'avoir tout l'effectif pour entamer cette rencontre-là. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, l'Impact devra livrer son bilan de saison. Je pense qu'à l'interne, il est déjà fait. Je pense qu'Olivier Renard et Thierry Henry sont capables de bien analyser ce qui se passe sur le terrain. Moi, ce soir, je veux faire un bilan avec vous en 3 volets. Je veux pas qu'on s'arrête sur les performances individuelles parce que si on regarde, tout le monde fait des bilans, tous les podcasts font des bilans. J'ai vu, entre autres aujourd'hui, Louane sortir le sien. J'en ai vu, en tout cas, 2-3 passer sur les réseaux sociaux. Alors moi, je pense que le soccer, c'est quelque chose de collectif, donc je veux pas nécessairement m'arrêter sur les performances individuelles, mais je vais faire un bilan en égard à 3 volets, soit dans le contexte des attentes qu'on pouvait avoir envers l'Impact de Montréal, le contexte actuel des choses et le comparatif versus
les autres formations du circuit et ça va nous donner donc un bilan collectif, donc un bilan de la formation de l'Impact de Montréal et non pas joueur par joueur. C'est ce que je veux qu'on dresse ce soir comme portrait tous ensemble dans ce bilan d'après-saison de l'Impact de Montréal. Donc, si on saute aux attentes envers cette saison-là, et là, je veux qu'on se transpose au devant de la saison et ce qui s'était passé dans l'entre-saison. Donc, on accueille un nouvel entraîneur-chef qui est Thierry Henry. Faut se ramener donc au début de la saison. On a un nouveau coach. On n'est pas capable de trouver chez l'Impact de Montréal de schéma tactique qu'on va être en mesure de jouer. Souvenez-vous, la pré-saison de l'Impact de Montréal a été très, très, très difficile où on avait essayé, entre autres, un 4-3-3 et je pense que c'est l'alignement que Thierry Henry aurait aimé avoir au début de la saison. Ça n'a jamais fonctionné. Les 4 matchs, ça l'a été pénible. Et quand je vous dis qu'il faut dresser un bilan de saison de l'Impact en fonction de plusieurs volets, je pense qu'au niveau des attentes, si on regarde les derniers matchs de la saison, on a un petit peu vu le 4-3-3. Donc, moi, je vois un 4-1-2-1-2, là, mais ça ressemble beaucoup plus à ce que Thierry Henry était incapable de faire, de reproduire en début de saison. Et il l'a fait au dernier match de la saison, plaçant Rudy Camacho en position de numéro 6 devant une défensive à 4. Donc, les attentes, on n'était pas capable de trouver de schéma tactique. On a un nouvel entraîneur qui s'installe dans sa chaise. On perd Nacho Piatti, qui est, souvenez-vous, on parlait de Nacho dépendance. Donc, on perd un élément majeur au sein de cet alignement-là et on n'a rien, là. On n'a rien pour le remplacer. Donc, si je vous demande, rapportez-vous, après les 4 premiers matchs de la saison, les 4 matchs pré-saison, quelles sont vos attentes dans cette saison? Elle était pas très élevée. Tout le monde a dit, on va se positionner en tant que formation, on va essayer de changer le jeu et on va se contenter de tout ça. Et si l'Impact participe aux séries d'après-saison, ben ça sera un bonus. C'était un peu ça les attentes en début de saison, parce que là, on n'avait pas remplacé Nacho. On avait un nouvel entraîneur-chef, pas capable de mettre en place le bon schéma tactique. Fallait trouver qu'est-ce qui allait pas avec l'Impact de Montréal. Et tranquillement, pas vite, les choses se sont placées en cours de saison et est arrivée la fameuse pandémie de la COVID-19 qui a chamboulé la planète en entier, mais qui a chamboulé la saison dans le contexte-ci de l'Impact de Montréal et de la MLS. Donc, il y a un contexte également qu'il faut tenir compte, un contexte qui est important dans l'analyse qu'on doit faire du bilan de la saison de l'Impact de Montréal. Parce que il y a 3 équipes canadiennes qui, à mes yeux, ont été défavorisées par rapport aux autres formations qui ont dû s'exiler aux États-Unis à l'intérieur d'une bulle à plusieurs reprises. L'Impact de Montréal a eu 4 saisons dans une saison, a eu des camps d'entraînement, a eu grosse saison de chamboulement. Les gars sont pas à la maison, rentrent pas chez eux le soir. Bref, il y a un contexte qu'on doit tenir compte dans le bilan qu'on dresse. Donc, si on le place tout juste après les attentes qu'on a envers l'Impact de Montréal pour la présente saison, bien, dans le contexte actuel des choses, moi, je pense que les attentes, elles baissaient un petit peu parce que dans la réalité, on savait que ça allait être une saison difficile. Et si on regarde, par exemple, Vancouver n'a pas mieux fait
que l'Impact de Montréal dans la présente saison. Donc, la réalité, elle était là également pour les autres équipes canadiennes. Et si on regarde, par exemple, Toronto FC, Toronto, c'est également doit faire un constat d'échec à ce moment-ci de la saison. Parce que si on regarde le line-up de cette formation-là, il n'y a aucune raison valable que Toronto FC s'incline dans cette rencontre-là face à une formation d'expansion dans le circuit Garber. Donc, fallait tenir également compte de tout ça. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on a dressé des attentes, on s'est dit, l'Impact va entrer en série, on va être content, on va être heureux. Le contexte des boules, là, on se dit, oh, ça sera pas facile. Ça sera pas facile pour l'Impact. Et il y a eu les règles sanitaires également qui ont nui un peu à l'entraînement de l'Impact de Montréal. Bref, il y a tellement de choses à mettre ensemble dans cette poutine-là qui fait en sorte que les attentes devaient baisser collectivement face à l'Impact de Montréal. Et là, vient le comparatif. Donc, si on regarde, si on analyse un peu la saison globale de la conférence de l'Est au niveau de la MLS, je regarde le top 4, Philadelphie en première position, Toronto qui est deuxième, le Crew de Columbus qui est troisième et Orlando qui est quatrième. Ce sont, selon moi, 4 formations qui ont atteint une certaine maturité présentement et qui ont travaillé fort tout au long des dernières saisons à construire ce qu'ils ont présentement. Après ça, vient le plateau avec New York City, New York Red Bull qui, bon an, mal an, monte et grimpe dans le classement, mais qui ont atteint donc un certain plateau. Et je rentrerai dans ce même plateau-là, Chicago, Atlanta et DC United. Donc, Chicago, Atlanta et DC doivent faire un constat d'échec, terminant respectivement 11, 12 et 13e place. Difficile pour eux autres cette saison-ci. Donc, dans les circonstances, je pense que New York City et le Red Bull s'en sort très, très bien au cours de cette saison-là, respectivement 5e et 6e dans l'Est. Je pense qu'ils doivent dresser un bilan positif de cette saison-là. New England, c'est pareil, en 8e place. C'est un peu la place qui leur revient, mais New England aurait pu être plus haut dans ce schéma-là. Et il y a bien sûr l'Impact de Montréal au 9e rang qui, pour moi, doit être dans le groupe et se battre avec New England, le Red Bull, NICFC, Chicago Fire, Atlanta et DC United. Ça, c'est le groupe qui doit se battre ensemble. Et dans ce groupe-là, l'Impact arrive quand même 4e. Aurait pu en donner plus. On sait que l'Impact on laissé échapper quelques matchs qu'il aurait pu gagner. Mais d'un autre côté, l'Impact a gagné des matchs qu'on les donnait battus avant même que le match se déroule. Donc, un dans l'autre, je pense que l'Impact, 9e place dans les circonstances, n'est pas à négliger. Et après ça vient FC Cincinnati, Nashville, et l'Inter de Miami, qui devrait être, selon moi, le bottom third de les 3 dernières positions dans l'association de l'Est présentement. Alors, je suis obligé de vous dire que l'Inter de Miami et Nashville ont bien fait dans les circonstances. Nashville étant la meilleure des 3 formations au 7e rang. L'Inter
position numéro 10, FC Cincinnati. Position numéro 14. Donc ça, c'est le comparatif. On peut pas, je pense, l'Impact à ce moment-ci, dans son plan de développement, se comparer avec les équipes de tête, que ce soit Philadelphie, que ce soit Toronto, que ce soit Columbus ou encore que ce soit Orlando. Je pense qu'on n'est pas encore dans ce top 4-là. Ça va venir éventuellement et la saison prochaine, l'Impact devra viser à approcher au maximum, le plus près possible, ce groupe de 4 leaders-là dans la conférence de l'Est. Et je pense que c'est possible de le faire présentement. L'Impact est en train de se donner de la latitude. Et quand je vous parle de comparatifs également, faut regarder la réalité des formations présentement. Je vous ai dit, on a perdu Nacho dans l'entre-saison. On l'a pas vraiment remplacé. On a fait confiance à nos jeunes joueurs. L'Impact de Montréal, au moment où on se parle, est la 3e formation à avoir offert le plus de minutes de jeu à ces jeunes joueurs en bas de 22 ans. Donc, les U22 pour l'Impact de Montréal, c'est 3278 minutes de jeu sur 18 663. Donc, c'est 18 minutes de jeu qui ont été réparties, entre autres, entre Zachary Broguillard, Binks, Karifa Yao, Balou Tabla, Clément Bahia également. Et ça n'en fait la 3e formation du circuit à avoir utilisé le plus ces jeunes dans cette saison-ci. Et si on regarde les équipes qui ont fait la même chose que l'Impact de Montréal, l'équipe qui a le plus utilisé ces jeunes joueurs, c'est LAFC avec Rodriguez, Palacio, Ginella, Cifuente, Duke Torres, Opoku, Traor, Duenas. C'est la formation qui a utilisé le plus de jeunes. Ensuite de ça vient l'Union de Philadelphie, que je vous disais qu'elle avait atteint un certain plateau. Et là, sont dans une transition, mais une transition qui garde quand même une certaine structure chez l'Union. Mais les lead-up avec Aronson, McKenzie, Real, Fontana, DeVries, Turner sont la 2e formation qui a utilisé le plus de jeunes cette saison. Montréal en 3e place, Marc Dos Santos et les Whitecaps sont 4e avec Assal, Baldissimo, Bear, Raposo, Metcalfe. Après ça vient DC United avec Paradise, Sorgia, Nieman, Yao. Bref, Colorado suit, Chicago suit, Miami suit, Red Bull sont là également. Alors là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 formations qui ont utilisé le plus de jeunes cette saison. LAFC, Philadelphie, Montréal, Vancouver, DC, Colorado, Chicago, Miami, New York Red Bull, les 9 formations, qui ont utilisé le plus de jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun au moment où on se parle? Ce sont tous des formations qui ne sont plus dans le portrait des séries. Donc, je pense que si on y va avec un comparatif logique, avec des données, du data qui est intéressant, qui est là, l'Impact de Montréal qui également possède 2 jeunes qui sont dans le top 22 des Under 22. Louis Binks, 11e position. Zachary Broguillard, qui est respectivement à la 20e place du podium. Bref, l'Impact, quoi qu'on en dise, elle est jeune. Elle est jeune sur le terrain. On a souvent parlé tout au long de la saison du manque de profondeur pour l'Impact, mais on ne peut pas
avoir de la profondeur si on n'a pas un 11 de départ crédible. Donc, avant de se construire une profondeur, l'Impact de Montréal doit à tout prix construire un 11 de départ qui fait du sens. Et si on regarde et qu'on dresse le bilan de saison de l'Impact de Montréal et qu'on regarde au cours de cette saison-là, quels sont les départs, quelles sont les arrivées dans l'entre-saison? On a perdu quoi? On a perdu Saphir Taider, on a perdu Ivan Bush, on n'a pas perdu Pantémis, mais on l'a offert en prêt. On a perdu Piatti. On a transféré Jason Beaulieu, Thomas Meyer-Giguère. Et si je remonte donc jusqu'à la fin là, de la dernière saison, Ken Krolicki, Jeremy Kelly, Jason Vargas, Bakary Sagna également qui sont partis à la fin de la dernière saison. Et qu'est-ce qu'on a arrivé pour tout ça? Et c'est là qu'il faut dresser le bilan de mi-saison, de fin de saison. On a rapatrié donc Balou Tabla, Joel Waterman, on a Steven Saba, Emmanuel Maciel, Victor Wanyama, Thomas Giraldo, Kizan Ferdinand, des gars qu'on n'a pas vu encore évoluer vraiment avec l'Impact de Montréal. Mustafa Kiza qui est arrivé, et bien sûr Mason Toye, qui font partie de cette relève-là chez l'Impact de Montréal. Donc, si on compare la fin de la dernière saison avec la fin de cette présente saison-là, et qu'on se demande, est-ce qu'on est en phase d'améliorer cette formation-là pour la prochaine saison? C'est sûr qu'il faudra attendre des moves, il faudra voir qu'est-ce qui va se passer dans le mercato hivernal. Il y a des rumeurs sur le départ de Maxi Urruti. Faudra voir qu'est-ce qu'on fait avec le statut de certains joueurs, mais visiblement, on a fait de la place. Chez l'Impact, il y a de la place. On a joué le dernier match de la saison sans aucun joueur désigné et il y en a qui sont déçus du résultat de l'Impact de Montréal au moment où on se parle. On peut pas être déçu sachant qu'on débute la saison avec un nouvel entraîneur-chef, sans schéma tactique clair, précis, défini. On a une équipe qui joue sur les contres et les relances. On s'est mis à construire le jeu. On s'est mis à avoir un gardien de but capable de jouer avec le ballon et de construire le jeu. On a des joueurs qui défendent beaucoup plus haut sur le terrain. On a des Samuel Piette qui ont appris à jouer avec un peu plus de liberté, de polyvalence, j'ai envie de vous dire. Donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, c'est que le bilan de saison de l'Impact de Montréal, il est positif au niveau du terrain. Et je veux pas vous parler, puis je le sais qu'il y a des débats qui font rage un peu partout sur la toile et à travers partout, sur la couverture médiatique, sur les codes d'écoute, sur la MLS. Pour moi, c'est deux choses. Il y a le brand de l'Impact, il y a le brand de MLS et il y a le bilan proprement dit de la formation sur le terrain. Et c'est à ça que je veux m'arrêter ce soir, c'est ce bilan-là de saison de l'Impact. Donc, est-ce que je suis satisfait de la saison que j'ai eue de l'Impact? Je suis comme vous autres. J'en aurais pris beaucoup plus. J'aurais aimé voir l'Impact se rendre plus loin dans les séries d'après-saison. Avoir cette fébrilité-là de pouvoir jouer contre Toronto, par exemple, ça aurait été super intéressant. Mais dans le contexte actuel, avec les attentes qu'on était en droit d'avoir en début de saison et avec le comparatif que je viens de vous donner à travers le circuit, moi, je pense qu'on peut être grandement satisfait de cette formation-là. Et quand on regarde le Toronto FC, qui se rend pas vraiment plus loin que l'Impact de Montréal dans cette course,
Mais je veux qu'on prenne le temps ensemble de regarder l'effectif de cette formation-là, alors qu'on a dans les rangs Pozuelo, Altidore, Aquinola, Bradley, Piatti, Osorio, De Leon, on a Simon, Laria, Mavinga. Je pense que sur papier, je suis beaucoup plus déçu aujourd'hui si je suis un fan de Toronto FC que si je suis un fan de l'Impact de Montréal. Et on peut pas se comparer seulement à cette formation-là. Et Toronto FC est quand même un club canadien qui a composé, tantôt je parlais de contexte, qui a composé avec le même contexte difficile de cette pandémie-là, des 3 clubs canadiens. Et ça, faut en tenir compte dans le bilan qu'on dresse de cette fin de saison-là. Overall, des 3 clubs canadiens, c'est important de le faire. Et est-ce que cette pause-là, parce qu'il y a eu, souvenez-vous, les play-in round qu'on appelle entre Nashville et l'Inter de Miami, entre les Revs et l'Impact de Montréal, ça a retardé un peu tout le monde dans les premiers matchs. Donc, est-ce que ça a pu nuire aux formations de premier plan qui ont eu peut-être un repos un petit peu trop long et ont perdu du momentum, ont perdu du focus. Et dans le cas de Toronto, c'est sûr que la tête n'y était peut-être plus, alors que on pensait peut-être aux familles. Souvenez-vous, l'Impact de Montréal a perdu un match alors qu'ils étaient rentrés à la maison. Et Thierry Henry s'est mis à douter, est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce qu'on a perdu cette rencontre-là parce que les gars avaient un peu perdu le focus? Et c'est normal de le faire, là. C'est très humain de le faire. Et je pense que l'Impact en avait besoin, mais je pense que c'est un peu le même sort qui est arrivé dans cette rencontre-là face à Nashville, à Toronto FC. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis très positif. Et je pense que les ajouts d'Olivier Renard sont considérables et sont intéressantes dans la construction du 11 de départ. On va commencer par là, d'avoir une structure solide et intéressante sur le terrain. Et après, on parlera de profondeur. Mais avant de parler de profondeur, moi, je veux qu'on travaille sur le 11 de départ. Je veux que chaque match, l'Impact ait une chance de gagner son match parce qu'on va regarder le line-up et qu'on va dire on est en confiance. Et c'est là que les jeunes joueurs qui ont pris toute la place cette saison-ci vont poursuivre leur développement et vont devenir des éléments importants de profondeur sur le terrain. Si des gars comme Sedic, des gars comme Maciel continuent à gruger beaucoup de minutes de jeu, prennent de l'expérience qu'ils gagneront pas en pratique, qui ne gagneront pas lors des entraînements, mais qui vont gagner à force d'affronter des adversaires sur le terrain MLS. Et c'est ce qu'il faut. J'ai toujours déploré la façon dont on a géré les dossiers. J'en parlais hier avec Mathieu Lemay, qui était mon invité, du dossier de Mathieu Chouanière, Anthony Jackson-Hamel. On peut parler également de Maxime Tissot. On peut parler de le gardien, le nom m'échappe, là, le gardien qu'on a envoyé à Vancouver. Mais tout ça pour vous dire que il y avait un vide chez l'Impact de Montréal et on est en train de refaire les bases qui vont amener cette formation-là à avoir une logique, une structure, une stratégie de jeu dans le système actuel de la MLS. Donc, est-ce que je mets des lunettes roses et que je vis au pays des licornes? Non. Je pense que l'Impact ont perdu des matchs cette saison-ci, ont connu des mauvaises sorties, des ratés, et je l'ai souligné. Je me souviens même d'un soir où, on en parlait avec Rémi cette semaine dans le podcast, un soir où j'ai même pas voulu faire le débrief
parce que l'Impact n'avait pas joué. Et que je me souviens très bien d'avoir mentionné aux auditeurs sur Twitter, regarde, ça sert à rien d'analyser le match, ils n'ont pas joué. Donc, je suis capable d'être critique, mais je suis capable également de voir qu'il y a un projet qui est en construction et qui est là. Et ça n'a rien à voir, comme je vous dis, avec le volet que l'Impact touche les codes d'écoute, l'Impact touche pas, il y a 300 personnes, 600 qui écoutent. Est-ce qu'on écoute plus que RDS? Est-ce qu'on écoute moins? Non, tu sais, je pense qu'il y a un problème de branding dans l'implantation de la culture soccer au Québec. La façon qu'on le vend au public n'est pas la bonne. On va trouver notre niche, c'est sûr. Et c'est pas pour rien que des podcasts comme le mien vont très bien, des gars comme IMFC Radio réussissent, des gars comme le Cannes Football Club réussissent très bien également. Et il y en a plein, hein. Les gars comme Adi Raphaël, comme Mathieu Lemay qui était là avec nous autres, Sydney. Bref, il y a plein de contenu et il y en a également du côté anglophone. Bref, l'info, elle est là. Je pense que c'est pas tant un problème de pénétration de marché, c'est un problème que le mass media n'est pas adapté à la réalité des fans présentement. Donc, une divergence entre l'offre et la demande et c'est le signal qu'on envoie donc aux dirigeants présentement. Alors, ça n'a rien à voir avec le bilan de saison de l'Impact de Montréal. C'est deux choses complètement séparées. Je veux juste qu'on le comprenne bien. Donc, là-dessus, je vous en souhaite une excellente. Et on va se retrouver. Suivez-le, nous, sur les réseaux sociaux. On continue donc de travailler sur la plateforme BBN Media. .com qui aura sa nouvelle plateforme dans quelques instants. Question d'heure, question de jour, je suis pas capable de vous dire. Moi, je travaille avec la nouvelle plateforme présentement. Elle est très conviviale, elle est super belle. Je suis confiant de l'offre de produits qu'on va vous avancer dans le futur et je suis confiant qu'on va se développer également en parallèle avec le projet de l'Impact de Montréal, projet de la CPL également. On va être là, on va encadrer tout ça. Bref, on va être là pour vous suivre et on continue de croître, on continue de grandir. Merci, c'est grâce à vous autres. C'est grâce à toi qui écoute en ce moment. C'est grâce à toi qui partage. C'est grâce à toi qui commande via Facebook, YouTube, Twitter, Periscope. C'est grâce à toi qui m'écoute dans son char présentement en allant au bureau ou en revenant du bureau. Bref, merci à toutes vous autres d'être là et de soutenir le projet. Suivez-nous donc sur la toile pour voir le prochain podcast. Demain soir, j'ai des rencontres importantes justement en lien avec la plateforme BBN Media et le contenu qui sera présenté sur la nouvelle plateforme. Donc, c'est possible qu'il n'y ait pas de podcast demain soir. Je vous tiens au courant dans la journée demain. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement. Et il y aura de toute façon des billets de mise en ligne sur le site, donc du contenu que vous pourrez partager et consulter. En attendant la sortie de la nouvelle horaire des nouveaux podcasts également qui prendront l'affiche à BBN Media. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié le bilan. Si oui, partagez, aimez, likez. Sinon, partagez, aimez, likez, pareil, mais mettez un commentaire. Votre point de vue à vous autres, il est important, puis j'aime ça débattre avec vous. Ciao.